Non, non, je vous dis exactement ce que Madame la ministre du Travail a dit. En ce qui concerne le dialogue social, la poursuite des efforts du gouvernement en matière de renforcement du dialogue social, notamment le fonctionnement des cadres de dialogue social, tant au niveau national que sectoriel. Il s'agit notamment de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective et des commissions administratives paritaires. C'est justement ça qu'il ne fallait pas dire. Ah. Parce que la grande commission de négociation du gouvernement central ne fonctionne pas. Posez la question, laissez les travailleurs, allez poser la question aux employeurs qui en sont membres aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils viennent perdre leur temps. Ils s'ennuient. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas d'ordre du jour? Il y a un ordre du jour. Oui. Mais qu'est-ce que ça a déjà produit comme résultat, la commission de négociation? Le résultat que vous avez, c'est quand vous essayez de rencontrer un ministre directement. Et je dois rendre hommage au ministre ABT qui, à chaque fois qu'on lui écrit, fait l'effort de répondre et de vous recevoir pour vous écouter, même si on n'a pas toujours la suite que l'on souhaite. Mais au moins, il y a cet effort-là de pouvoir vous rencontrer pour discuter. Et donc, vous avez des sujets, vous avez une session qui est devenue totalement folklorique, mais vraiment folklorique, tout le monde le sait, totalement folklorique. Posez la question aux deux syndicats d'employeurs qui sont membres de la commission, ils vous diront. Nous avons demandé maintes fois aux responsables de cette commission, faisons une session d'évaluation. On a déjà fonctionné pendant quelques mois. C'est une évaluation pour voir quelles sont les rémédiations qu'on apporte, les solutions qu'on apporte pour améliorer le fonctionnement et permettre à la commission de produire des résultats. C'est le silence. Et on peut assimiler ça à un moment donné à une sorte de mépris. Nous sommes égaux quand il s'agit de la table de négociation. Il n'y a pas un ministre et un travailleur. On est à égalité pour discuter parce qu'on est tous des dialogueurs d'une commission. Et donc, quand vous vous sentez membre d'une commission, vous faites des efforts pour que ça fonctionne et que vous demandez le minimum, vous écrivez qu'on ne vous répond pas, c'est un manque de dégâts. Et quand c'est vécu comme ça, vous n'êtes plus quelqu'un qui peut contribuer. Parce que vous vous rendez compte qu'on se moque de vous. Donc, elle ne devait pas citer l'exemple de la grande commission de négociation. Elle a cité également l'exemple des CAP, des commissions administratives paritaires. Oui. Avec une administration du travail aujourd'hui qui refuse d'appliquer les tests, alors qu'elle devrait donner l'exemple. Aujourd'hui, vous allez à la CAP de l'enseignement secondaire, ça ne fonctionne pas. Vous allez à la CAP de l'enseignement supérieur, ça ne fonctionne pas. Ce sont les CAP où il y a eu des élections sectorielles. Donc, normalement, ce sont des CAP qui devraient fonctionner avec une grande fluidité. Mais parce que l'autorité se refuse d'appliquer les tests qu'elle a elle-même pris, on est dans des impasses dans ces endroits-là. De quel CAP qui fonctionne? De quel CAP parle-t-elle? Et qu'est-ce que les CAP réussissent à régler aujourd'hui? Allez parler à nos camarades qui siègent dans ces CAP-là. On a besoin de refonder vraiment le dialogue social dans notre pays. Il y a des actes qui ne mentent pas. Il y a des actes qui ne mentent pas. Quand vous êtes vraiment ouvert au dialogue, il y a des actes que vous posez, tout le monde comprend que vous voulez qu'on aille de l'avant. Ces actes-là sont des actes manqués de la part du gouvernement et de la part du ministère du Travail et de la fonction publique. Donc, si vous avez l'occasion, demandez-lui de vous donner des exemples de ce que la commission a déjà produit, de ce que les CAP ont produit comme résultat aujourd'hui. Et vous avez des gens qui sont frustrés dans leurs revendications. Une revendication, par exemple, qui est liée à l'application des tests. On a bloqué depuis plusieurs années les agents de l'État qui ont droit à un avancement, nous appelons échelon 11. Et c'est le gouvernement, il y a une loi, la loi portant statut général de la fonction publique qui a été prise et qui désormais a réformé un peu les avancements des agents de l'État. On passe d'échelon 12 à échelon 15 désormais. C'est eux qui ont proposé, c'est eux qui ont voté. Et aujourd'hui, on se refuse d'appliquer cette loi. Mais par contre, on applique tout ce qui est contre les travailleurs dans la même loi. Mais ce qui peut arranger les travailleurs, on refuse de l'appliquer. Et donc, des gens sont allés à la retraite, bloqués à cet échelon. On a fait plein de propositions. Laissez tomber la loi. Comme vous ne voulez pas l'appliquer, revenez à l'ancienne loi qui s'arrête à 12, permettez aux gens d'avancer. À la date d'aujourd'hui, aucune réponse. Il s'agit de l'application des tests.
le ministère du Travail doit veiller à ça. Deuxième exemple. Les agents contractuels de l'État qui étaient à la CNSS, qui ont été maintenant envoyés vers le fonds de retraite. Il y a une décision qui a été prise que les deux institutions collaborent pour leur éviter la double cotisation. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que les travailleurs n'ont pas fait? Qu'est-ce que les syndicats n'ont pas fait pour qu'enfin, on puisse régler cette situation-là? À la date d'aujourd'hui, vous avez des travailleurs qui sont allés à la retraite et qui sont complètement perdus. Parce qu'ils n'ont pas la pension à laquelle ils ont droit, tout simplement parce qu'une administration du travail refuse d'appliquer les tests. Et comme je le dis, vous ne pouvez pas être une autorité et avoir les yeux tournés vers votre hiérarchie tout le temps. Prenez des initiatives. Ça n'a aucun sens de ne pas prendre des initiatives. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Dans le discours du ministre du Travail, elle annonce comme un exploit que les enseignants du ministère de l'enseignement technique sont déjà dans le processus de reversement. Oui, l'adoption du décret. Suite à l'évaluation de diagnostic. Des lauréats de l'évaluation diagnostique de l'enseignement technique. Il n'y a pas de lauréats. Ils ont composé. Ça a d'abord été la croix à la bannière pour qu'on accepte qu'ils composent, mais ils ont composé et ils attendent aujourd'hui les résultats. C'est-à-dire que depuis 3 semaines maintenant, ils attendent les résultats. La correction est terminée. La délibération a été faite. Et quand vous creusez un peu, on vous dit, une autorité vous dit que les résultats sont envoyés au chef de l'État et qu'on attend qu'il intervienne. Est-ce que le chef de l'État a besoin d'intervenir sur ça? Il n'a que ça à faire. Je comprends qu'il se tait là-dessus parce que ce n'est pas son boulot. Et ça doit être désespérant en étant président de la République de penser que même pour des choses futiles, on attend mon avis pour agir en tant que ministre à qui on a délégué des choses. Voilà, c'est des choses basiques sur lesquelles vous avez le sentiment que les gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font en fait de compte. Vous êtes là pour les travailleurs. Vous dites que vous travaillez pour les travailleurs. Et sur les choses les plus banales, vous êtes incapable d'agir. Vous attendez. Ça n'a pas de sens. Donc, à la limite, je trouve que, bon, peut-être que c'est comme tous les politiciens au Bénin, on est dans le comportement que l'on nous présente comme étant le comportement de politiciens, d'un bon politicien béninois. Sinon, je crois qu'il y a tout ce qui a été dit de ce discours-là n'est pas la vérité. Et c'est dommage. Non, c'est ce qui... Bon, le discours de Madame la ministre, c'est pas Madame la ministre seule qui rédige son discours. Il y a les cas techniques, il y a tous ces éléments sont envoyés. Donc, vous mettez en doute vous savez, le travail de la chaîne. Mais oui. Ce n'est pas moi qui mets en doute, ce sont les faits. Et puis, vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'administration, dans le Bénin d'aujourd'hui, là, quand un cadre vous dit quelque chose, on doit y prêter foi spontanément et absolument. Mais non. Tout le monde préserve son matricule. C'est le comportement aujourd'hui. Tout le monde protège son matricule. Donc, on ne va pas permettre au ministre de dire la vérité si on pense que ça va lui faire mal. Donc, on peut lui présenter des choses. Si elle n'a pas vérifié, elle va lire. Et ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la vérité. En tout cas, dans son discours, Madame la ministre a parlé du traitement et de la mise en ligne de mars 2024 à avril 2025 de 11 795 actes de carrière au profit de 43 415 agents de l'État. C'est possible. C'est possible que ce soit vrai. C'est quand même un travail. Je n'ai pas de preuves. C'est possible. Oui, oui. C'est possible. Vous savez, moi, je n'ai aucune gêne à reconnaître quand il y a des choses qui sont faites. Okay. Je ne peux pas dire que ces chiffres qui sont donnés sont faux. Mais ce que moi, je retiens en tant que travailleur, c'est qu'il y a encore des milliers d'actes en attente. Et donc, quand vous parlez dans un contexte de difficultés à des travailleurs, dites-leur, montrez-leur que vous êtes ouvert pour discuter et régler ce qui reste à venir et ce qui est en attente. Ne venez pas leur jeter à la figure votre triomphalisme comme si vous aviez fait un miracle, alors que par ailleurs, il y a plein de personnes qui vous attendent et qui n'ont pas leurs actes à cause de votre action à la tête de votre ministère. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, vous voyez, le niveau de confiance que nous devons avoir entre les acteurs du dialogue social doit être tel que, quand un ministre me dit ça, j'y crois. Peut-être que je rêve, peut-être que je suis candide, hein, peut-être.
Mais moi, je rêve effectivement que quand une autorité me présente un bilan, c'est que j'y crois même avant d'aller vérifier. Et je sais également que si je veux la rencontrer, cette autorité, pour échanger sur les autres points en attente, j'ai cette facilité-là pour pouvoir discuter avec elle et pouvoir rendre compte à mon camarade. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure d'aller dire aux camarades, à tel moment, vous aurez telle revendication qui va être satisfaite. Ils ont donné tel délai. Je ne peux même pas échanger là-dessus. Et donc, ne me demandez pas de donner foi à ça. On a annoncé les milliers d'emplois qui ont été créés. J'ai vu ça dans le discours. Oui. Il y a eu dans la fonction publique... Dans un contexte de crise de confiance, si moi je fais mon discours, après avoir refusé de rencontrer les gens pour discuter, si je fais un discours comme ça, que j'appelle discours, oui, c'est discours à la nation, mais je ne sais pas, si je fais ça, je dois être plus précis. J'ai créé 1000 emplois, 10 dans tel secteur, 10 dans tel secteur. Ça nous permet d'aller vérifier. Vous ne voulez pas annoncer un chiffre? Parce que tout le monde se demande les emplois qui ont été créés là, c'est où? Tout le monde se demande ça. Et c'est quel type d'emploi? C'est quel type d'emploi? Nous devons avoir des emplois décents. Et l'emploi décent, l'un des piliers de l'emploi décent, c'est le respect des règles, c'est le respect des droits. Si on n'a pas le respect des droits, c'est quel type d'emploi on a créé? Et les milliers de licenciements qui ont eu lieu. La Sonacab qui est fermée, la Sonapra qui est fermée, où les gens, la CNPMS qui vient d'être fermée, où les gens n'ont même pas droit à leurs indemnités normalement. Tout ça là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc vous pouvez créer 1000 emplois. Je peux même choisir de croire qu'il y a 100 000 emplois. Mais je mets ça en balance avec ce que vous avez détruit comme emploi. Il y en a combien? Si vous en créez 100 000 et que vous en détruisez, quelles raisons? Il y a eu des raisons pour l'économie, si les structures ne sont pas viables. Que fait un État responsable? Je vais vous donner l'exemple de la CMP. La CMP, c'est la Caisse mutuelle de prévoyance sociale. Oui. C'est une caisse dédiée aux acteurs de l'économie informelle. Une couverture sanitaire, une protection sociale en général, qui est là depuis plusieurs années. Quand le gouvernement a mis en œuvre le projet H, ils ont créé l'agence qui doit gérer le projet H. Oui. Et le projet H, on sait très bien que l'idée première, c'est de donner l'assurance maladie à tout le monde, y compris surtout les plus démunis. Voilà des travailleurs qui ont engrangé de l'expérience pendant plusieurs années sur le terrain. Ils sont déployés dans les 12 départements du Bénin. Quand vous créez une nouvelle structure qui va gérer ce qu'eux faisaient depuis plusieurs années, qu'est-ce que vous faites? Vous les incorporez? On a demandé ça. On dit non. On ferme la structure, on libère tous les travailleurs. Et on veut recruter d'autres travailleurs dans la nouvelle structure qu'on a créée. C'est ça la rationalité? C'est ça vraiment le social? Donc tous les actes... Il y a la performance. S'ils sont compétents, ils peuvent postuler. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la transparence et la compétence. Quand on parle de ça, je donne souvent l'exemple des écoles privées. Oui. Quand on parle de ça, je donne l'exemple des écoles privées. Vous avez des gens, promoteurs d'écoles privées, qui recrutent des enseignants qui, au départ, n'ont pas la formation professionnelle, mais qui donnent des résultats parce qu'il y a un suivi, parce qu'il y a un cadre qui a été tracé, où chacun est dans son moule et fait son boulot. Donc, quand on vient me parler de performance, ceux qui sont incompétents, souvent, ce sont les gens qu'on nomme à la tête des structures. Ce ne sont pas les agents. Et eux, quand ils viennent montrer leur incompétence et qu'ils détruisent les structures, on les envoie ailleurs et on licencie les travailleurs. Donc, quand vous mettez en place un nouveau paradigme pour gérer les agents, vous aurez les résultats. Et puis d'ailleurs, pourquoi on doit continuer de penser que le travail béninois n'est pas compétent? Puisque le gouvernement lui-même se plaît à chanter les louanges de ses performances. Ce sont les performances du Bénin. Ce sont les performances sur le plan économique, sur le plan de ceci, etc. Ce sont les performances du Bénin, donc des Béninois, des travailleurs béninois. Ça veut dire qu'on n'est pas si nul que ça. Et que si vous mettez en place ce qu'il faut, on a besoin de discipline, on a besoin de rigueur dans la supervision, dans la gestion. Quand la supervision n'est pas présente, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à moi, agent. C'est la faute à mon chef. Et mon chef, souvent, c'est l'autorité politique qui le nomme. S'il est défaillant, vous n'avez pas de sanction, vous n'avez rien. Et après, on se jette sur les pauvres travailleurs.
Donc, je vous donne l'exemple du CNPS. Ça suffit pour montrer que, parfois, nos gouvernants peuvent se tromper. Peut-être de bonne foi, mais ils peuvent se tromper. Et c'est pour cela que les gens ont inventé le dialogue social. Pour permettre à un gouvernant d'écouter d'autres sons de cloche et de pouvoir ajuster ses décisions. Mais quand vous pensez que vous avez la science infuse, que vous n'avez besoin de personne, ça peut donner ce genre de décisions. Donc aujourd'hui, des pères et des mères de famille sont à la maison, abandonnés, avec des liquidateurs qu'on a nommés un peu partout, allègrement, qui viennent faire la loi, qui sont sans cœur la plupart du temps. Mais ils ne sont pas nommés pour faire du cœur, ils sont nommés pour appliquer les tests. Ils sont nommés pour mettre en œuvre une culture de la performance, une culture de résultat. Et quand on veut faire ça, il n'y a pas de sentiment. Ce n'est pas la caritas, voyons. Ok, donc, est-ce que vous vous plaignez de ce qui se passe, ce que Trump fait aujourd'hui, ou bien vous applaudissez? La plupart des gens que j'écoute, même des Béninois, même des autorités béninoises, se plaignent de certaines décisions de Trump qui sont dépourvues de toute humanité. Donc, on va copier ça. On a le sentiment que parfois, Trump est en train de nous copier, nous. En tant que travailleurs. Est-ce que c'est bon, ça? Nous n'avons pas les mêmes réalités. De la même façon qu'on dit que le Bénin a son contexte, qu'on doit en tenir compte pour poser des pas politiques, des réformes politiques, pourquoi on n'en tient pas compte lorsqu'il s'agit des travailleurs? On n'a pas le même niveau. Donc, regardez, je voyais, je vais dire, parce que je ne vois plus aujourd'hui. Quand vous allez à la mairie de Cotonou, à un moment donné, ils ont acquis des machines-outils, des balais, machines-balais, qui balaient la route. Et je me suis toujours demandé, c'est quelle décision ça? Pourquoi on doit copier l'Occident? On a des femmes ici qui ont besoin de si c'est 1000 francs tous les 2 jours qu'on leur donne pour balayer la rue, ça permet à des enfants d'avoir la bouillie. Si je suis un gouvernant, je suis un maire, quand je veux prendre cette décision d'aller acheter des machines-outils, je fais la balance pour me demander est-ce que c'est utile vraiment pour nous? Si ce n'est pas pour le clinquin, si ce n'est pas pour... Mais vous êtes contre le progrès technologique? Pas du tout. Nous sommes à l'ère aussi de l'IA. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Est-ce que vous dites à vos syndiqués que d'ici là, il y a des métiers, il y a des fonctions qui vont disparaître? Est-ce que vous avez le courage de leur dire? J'en suis conscient. Oui. Mais à chaque fois qu'un métier doit disparaître, oui, à chaque fois qu'une fonction doit disparaître, dans un contexte comme le nôtre, le gouvernement doit réfléchir pour se dire qu'est-ce que je fais des travailleurs? Est-ce que je peux les former pour leur donner, pour les envoyer dans une autre fonction? On ne peut pas appliquer la technologie de façon aveugle parce qu'on ne peut pas se permettre ce luxe, nous, en tant que Béninois. C'est ce que je dis, en fait. C'est ce que je dis. Je passe... vous voyez, comment vous appelez ça? Non. Ça, c'est moi, ça. Oui, prenons le cas que vous utilisez. Ouais. Les machines qui balaient les routes, là. Ouais. On va laisser le progrès parce qu'il y a des dames qui doivent travailler. C'est un choix intelligent. Le taux de pauvreté chez nous, il est énorme. Quand j'en tiens compte, le taux de pauvreté est autour de 40% aujourd'hui. Oui. Quand je tiens compte de ça et que je vois ce que 5 000 francs peuvent vous faire dans un ménage chez nous, en tant que gouvernant, je peux faire le choix de laisser tomber les machines balais et de donner le travail aux femmes qui le font correctement quand on les encadre. On les voit la nuit en train de travailler. Pourquoi je dois permettre à la machine occidentale de venir leur prendre de l'emploi là où le résultat est obtenu en utilisant la main-d'œuvre et en permettant à des gens d'avoir à manger? C'est mon niveau de développement. Je ne fais pas les yeux fermés une copie de ce que j'ai vu ailleurs. Donc, on ne peut pas gérer notre pays comme on gère les États-Unis ou bien comme on gère la France. Parce qu'on n'a pas le même niveau. Vous avez une position communiste, on dirait, ou bien socialiste? Pas du tout. Je suis rationnel. Et je me dis que je ferai les choses avec le cœur, en me mettant un peu à la place des autres. Vous êtes contre le libéralisme, vous n'êtes pas pour l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme ne peut pas être une solution pour notre pays. Ce n'est pas possible. On voit les dégâts. Quels dégâts? On a plein de dégâts. Les emplois qui sont perdus, le dialogue qu'on refuse, le syndicalisme qu'on combat. C'est ça les effets de l'ultralibéralisme. Tout pour la performance économique. Mais quand vous faites ça,
Les gens l'ont déjà dit à suffisance. Hein. On a vu des pays très beaux, très développés, où tout s'est écroulé en quelques secondes. Parce qu'on n'a pas tenu compte assez de l'humain. C'est important de tenir compte de l'humain dans nos sociétés. C'est très important. Si un gouvernement en arrive à inventer le projet H pour le Bénin, c'est parce qu'il est conscient qu'on a des besoins qui sont différents. Pourquoi il ne l'applique pas ailleurs? Pourquoi il ne l'applique pas ailleurs? Tout le mal est là, en fait. Et donc, je me dis que quelque part, il y a une sorte de renoncement à considérer qu'on travaille pour des hommes et qu'on a besoin vraiment d'en tenir compte dans les actes que nous posons. Et vous savez, souvent, nous, acteurs du dialogue social venant du monde syndical, ce dont nous avons besoin assez souvent, c'est même pas qu'on règle nos problèmes. C'est qu'on nous donne le sentiment qu'on est écouté et qu'on peut patienter, qu'on peut contribuer, qu'on peut renoncer à des choses pour le bien du pays, parce qu'on est également des citoyens. Mais il y a certains qui font la mauvaise lecture de ce genre d'attitude, qui pensent que c'est parce qu'on a peur de peut-être, c'est parce qu'on ne peut rien, et donc qui finalement vous donne le sentiment que vous êtes de la merde moins que rien. Quand c'est comme ça, c'est humain de réagir et se dire, on va vous montrer. On va vous montrer. Et donc, parfois, vous avez des oppositions, vous pouvez avoir des oppositions systématiques, de principe, sur des choses qui sont des choses bien pour le pays, parce que vous n'avez pas eu la bonne démarche. La démarche de dialoguer ne peut pas être considérée comme une perte de temps. Et c'est parce que les gens sont dans cet état d'esprit, et malheureusement, ils regardent le chef de l'État comme étant dans cet esprit, et ils copient même, ils copient à outrance cette attitude-là, la plupart des collaborateurs, et en fin de compte, on est dans une impasse. Le dialogue social au Bénin est dans une impasse. Je défie qui vous allez interroger en tant que travailleur, en tant que syndicaliste, qui va vous dire que le dialogue social fonctionne bien au Bénin, comme l'a dit le ministre du Travail. Mais ce qui fonctionne, par contre, c'est le recrutement dans la fonction publique. Il est régulier de plus en plus. On a eu, Madame la ministre a évoqué les recrutements au profit du ministère de l'économie et des finances, au profit du ministère de la justice. Ouais. Tout cela, ce sont des efforts qui sont de nature à calmer votre mécontentement de ne pas être reçu, au moins. Ce n'est pas régulier. Les recrutements, c'est vrai. Ça ne couvre pas les besoins. C'est vrai, on me dira, personne ne peut jamais couvrir tous les besoins en matière de ressources humaines. Mais est-ce qu'en face des besoins, comparé à ce qui a été fait, on peut être fier de présenter ça comme étant quelque chose de vraiment un bilan élogieux? Je vous lis exactement ce que Madame la ministre a dit et je pense que vous devez être d'accord avec elle. Hein, je vous lis. La formation et l'insertion des jeunes âgés de 15 à 30 ans et plus en situation de sous-emploi ou d'inactivité ayant un faible niveau d'éducation à raison de 21 353 dans les emplois salariés et 21 024 dans les emplois indépendants par le biais du programme Azoli. Pour le compte de l'année 2025, l'objectif visé est d'accroître l'inclusion économique de 50 000 jeunes, dont 25 000 jeunes dans l'emploi salarié et 25 000 dans l'emploi indépendant, dont 50% de femmes. Donc on a mis dans des emplois salariés des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation. C'est possible, mais j'ai un doute. On les a mis où? Dans quel emploi on les a mis? Vous ne connaissez pas le programme Azoli? Je connais. Oui. C'est leur bilan. Je n'ai pas d'éléments pour vérifier. Parce que même quand vous demandez à avoir accès aux données, les agents vous disent on a interdit. C'est aujourd'hui ça dans notre pays. Comment je peux vérifier ça? Mais je me dis, un gouvernement qui fait la promotion de l'excellence, une sorte d'élitisation de tout aujourd'hui, a trouvé 50 000 emplois salariés à des gens qui n'ont pas le diplôme. Bon, je vais en discuter. Un faible niveau d'éducation. C'est possible. Disons, non, mais ça, c'est une réalité. Oui, c'est où? C'est dans quel secteur?
Bon, c'est pas détaillé. Mais... Oui, mais par exemple, quand vous pensez à ça, vous pensez à quel secteur où... Non, il y a des gens qui ont fait un niveau d'éducation de 15 ans. Vous n'avez pas ça dans votre village? Oui, gens... oui, on a ça. On a ça plein dans le pays. Et un gouvernement responsable... Quand on me dit qu'on les a mis dans des emplois indépendants, je peux comprendre qu'ils ont des projets qu'on a soutenus. Mais quand on me dit qu'on les a mis dans des emplois salariés, je me demande, on les a mis dans quelle entreprise? Dans quel poste? Dans quelle fonction? C'est ça, en fait. C'est tout ce que je veux dire. Les questions sont plus importantes que les réponses. Vous les posez. Moi, je suis philosophe, je suis d'accord. Je n'ai pas dit que c'est faux. Vous comprenez bien ma position. Vous posez trop de questions. Oui, en fait, c'est ça. Vous vous interrogez. Oui, finalement, vous mettez en doute la parole de Madame la ministre du Travail. Parce que je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier. Et je n'ai pas d'occasion pour vraiment apprécier. Donc, je peux me contenter du discours de quelqu'un que auquel je n'ai pas assez facilement pour avoir des données. Monsieur Anselme Amossou, d'ordinaire, d'habitude, vous êtes modéré, mais qu'est-ce qui je sens que je suis toujours dans ma modération. Oui. Parce que là, j'ai l'impression que, ou bien c'est parce que vous n'avez pas les demandes d'audience des syndicats que vous semblez mettre en doute. Vous ne dites pas que c'est faux, mais je sens que ça vous n'aimez pas tout ce que le discours... Oui, parce que, écoutez, je vais vous donner un ou deux exemples. Oui. Regardez, le sur-salaire, l'augmentation du salaire qui a eu lieu depuis 2 ans maintenant pour les travailleurs. Si vous savez qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs qui n'y ont pas droit depuis 2 ans que nous réclamons et que rien n'a été fait. Je vous ai parlé du blocage des gens à l'échelon. Je vous ai parlé du blocage des conventions. Les gens doivent réviser les conventions, les accords d'établissement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. On a bloqué depuis plusieurs années en disant qu'on veut harmoniser. Pendant ce temps, le travail d'harmonisation ne se fait pas. Bref, un certain nombre de choses concrètes sur lesquelles je n'ai aucune réponse. J'ai demandé, personne ne m'a répondu. On n'a pas fait. Et vous me demandez maintenant d'applaudir un discours dans lequel quelqu'un vient se répandre sur ce qu'il appelle son bilan. Moi, je ne peux pas. Alors, moi, je vous lis, ça, c'est l'autorité a dit, et que dans le cadre, nous avons aussi la préinsertion dans les établissements d'enseignement public de 34 105 aspirants au métier d'enseignant par le biais du programme spécial de préinsertion dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique et professionnel. Oui, ça c'est vrai. C'est un effort. C'est un effort, et même un effort qui s'est amélioré sur la durée, parce qu'au départ, c'était, je crois, 9 mois de salaire. Maintenant, ils sont à 12 mois de salaire. Ils ont la couverture sanitaire, ils ont la gratuité. Bref, un certain nombre de mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces AME. Je suis d'accord que ça a été fait. Mais il y a des engagements que le ministre a pris par rapport à ces camarades-là. Oui. Ces engagements, qu'est-ce qu'elle n'en a pas parlé? L'engagement de reverser, suivant des critères. Cet engagement a été pris depuis plusieurs mois. Les échéances annoncées sont passées plusieurs fois. On a eu plusieurs interventions de la part du porte-parole du gouvernement, de la part du ministre de l'enseignement, etc., etc. Et jusque-là, je vous dis jusque-là, personne ne sait quand ça va se faire, comment ça va se faire. Elle aurait pu en parler pour rassurer les gens. Parce que les conditions qui sont faites aux AME aujourd'hui ne sont pas des conditions reluisantes. Ça s'est amélioré un tout petit peu, mais ce n'est pas reluisant. On doit pouvoir faire mieux quand on est État et qu'on sait qu'on doit donner l'exemple et le bon exemple. Vous comprenez? Pourquoi à chaque fois que c'est les enseignants, que ça doit toujours être du bachotage, du colmatage? C'est une sorte de colmatage. Et aujourd'hui, le gouvernement lui-même a décidé de faire le reversement parce que ces camarades-là apportent beaucoup à notre école aujourd'hui. Oui. Vous comprenez que quand on a pris un tel engagement, un tel niveau d'engagement, avec l'effectif qui est le leur aujourd'hui, et que vous êtes ministre de tutelle, quand vous parlez d'eux, vous devez pouvoir dire un petit mot sur cet engagement qui a été pris. Le discours n'en parle pas. Donc finalement, c'est que le bilan qui a été fait ne m'intéresse plus. Parce que l'engagement qui a été pris n'a pas été évoqué. Je suis dans mon droit, c'est humain, de mon point de vue. Surtout que je suis responsable syndical et que j'ai évoqué cette question plusieurs fois, que je n'ai aucune réponse à aller donner à mes affiliés, à mes travailleurs qui sont les AME. Je n'ai aucune réponse parce qu'on ne permet pas d'avoir la réponse. Et finalement, au lieu de me rencontrer
même si c'est dans le folklore habituel de rencontre, au lieu de me rencontrer pour que au moins j'évoque la question pour écouter la réponse qui est donnée, même si c'est une réponse qui ne me satisfait pas, le ministre choisit de faire un discours et d'évoquer le sujet sans parler de l'engagement qui a été pris par son gouvernement. Quelle est cette communication-là? Quel est ce dialogue? La poursuite et l'intensification de la digitalisation pour les conditions de travail des travailleurs, je sais que ça fait partie aussi de vos revendications. Et la technologie s'y est invitée. La poursuite et l'intensification de la digitalisation des services publics dans le but de faciliter l'accès des usagers en général, des travailleurs en particulier, aux services administratifs de manière plus rapide, plus transparente et plus équitable. Ouais. Cet effort a été fait. Oui, oui. Vous le constatez. Nous le constatons dans les actes, dans les petits actes administratifs que nous avons. C'est un constat qui est fait effectivement que, oui, aujourd'hui, quand vous parlez de digitalisation, tous les travailleurs savent ce que c'est, savent un peu les actes qu'ils peuvent obtenir sans se déplacer dans un ministère ou dans une direction. C'est vrai. Voilà, ça, c'est l'essentiel du discours. Le reste, c'est pour semer la joie dans vos cœurs, vous mettre dans des perspectives. Et nous souhaiter bonne fête du 1er mai. Mais vous acceptez cela, non? Oui, oui. Même au-delà de ça, le ministre nous a écrit personnellement pour nous souhaiter bonne fête. Oui, mais vous avez répondu, on ne mange pas ça. À défaut d'audience, vous avez répondu? Oui, oui, on doit répondre. Ça fait partie... Quand on enlève le manteau de ministre ou de SG, nous sommes des citoyens civilisés, on doit pouvoir se faire les civilités, donc on l'a fait. Mais quand nous reprenons nos manteaux de responsables, il faut qu'on puisse se dire un certain nombre de vérités. Mais par rapport à Madame la ministre, ça me paraît, c'est quand même surprenant pour moi. Hein, pour moi aussi. J'ai été son attaché de presse, vous voyez, du temps où ces fonctions-là existaient. Ouais. Je suis vraiment surpris qu'elle ait dit qu'elle n'a pas voulu vous recevoir. Mais, par exemple, on a déposé une demande d'audience, Madame la ministre. Ça fait, je crois, depuis le mois de décembre. C'est même pas par rapport à la commission, une demande d'audience. Par contre, on a été reçu par le ministre ABT. C'est le même jour qu'on a déposé les deux demandes. On a été reçu par le ministre ABT. On n'a jamais été reçu par le ministre du Travail, qui est notre ministre de tutelle, direct. Et moi, je ne veux même pas regarder. Je focalise sur la commission. Et puis, vous voyez, les demandes d'audience que nous demandons, ça nous permet de contourner un peu l'immobilisme au niveau de la commission de négociation. Parce que là, vraiment, c'est mort. Mais au moins, quand vous rencontrez, même si vous n'avez pas la solution, vous avez le temps de poser vos problèmes et d'écouter parfois des discours qui sont des discours politiques, mais qui vous ouvrent un peu une fenêtre sur ce qui est faisable, ce qui ne peut pas être fait, etc. etc. Mais même si ça, aujourd'hui, on vous empêche de l'avoir, pourquoi on parle de dialogue social? Pourquoi on parle de partenaires sociaux? Pourquoi? Voilà. Et je disais, bon, cette émission, vous avez beaucoup de préoccupations. Vous savez que chaque fois quand vous venez sur notre plateau, il y a beaucoup de questions, il y en a beaucoup. Alors nous avons 30 minutes pour finir. Si nous n'arrivons pas, si le SG n'a pas le temps matin pour vous répondre, comme vous le savez, il est jeune, il va vous répondre, vous transférer vos messages et vos numéros, et il va continuer. Alors, c'est beaucoup de questions, une trentaine. J'espère que vous allez répondre. Vous aurez le temps de répondre à toutes les questions. D'abord, vous ne bottez pas en touche, vous répondez toujours à toutes les questions. Bonjour le plateau, je voudrais demander à notre invité où les centrales syndicales en sont par rapport à la négociation en faveur du reversement des AME en ACDPE. Bonne émission à vous. On continue de faire les efforts pour rappeler au gouvernement son engagement. Et on continue également de faire les efforts pour préparer nos camarades. Parce qu'il faut être prêt à faire des propositions quand le dialogue va s'ouvrir sur les conditions de reversement. Et donc, en dehors de ça, je ne peux pas dire plus parce que malheureusement, on n'a pas encore eu l'occasion de s'asseoir avec le gouvernement dans la commission pour pouvoir en discuter. D'accord. Comment comprendre que dans un État où tous les travailleurs, on bloque les uns, on avance les autres, et cela depuis des années? Je n'ai pas compris ça. C'est ça. La question est comment comprendre que dans un État qui est pour tous les travailleurs, on bloque les uns, on avance les autres, et cela depuis des années? Bon,
On peut dire que c'est notre État aujourd'hui. Et je rapproche ça de la question des salaires. Et les gens n'aiment pas qu'on en parle. Mais vous ne connaissez pas les salaires politiques. Maintenant, pourtant, vous connaissez les salaires des autres, des travailleurs, mais vous ne connaissez pas les salaires politiques. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire « mon ministre gagne tant ». Alors que le salaire politique ne doit pas être un secret. Donc, dans un pays tel que celui-là, on peut bien voir des gens qui avancent pendant que d'autres n'avancent pas. On va continuer sur les autres questions. Je comprends bien les récriminations de votre invité, M. Amoussou, mais ce qui se passait dans ce pays n'était-il pas plus ahurissant? J'aime bien cette question. Et je dis toujours que quand on veut faire une comparaison, on fait la comparaison avec ce qui est bon, le bon exemple, pas avec le mauvais. C'est-à-dire, oui, on t'a attrapé quand on voulait, tu dis, oui, mec, hier également, l'autre a volé. Ce n'est pas ça qu'on attend d'un gouvernant. C'est peut-être parce que c'était ahurissant hier que nous avons voulu changer, que le peuple a pris quelqu'un et lui a fait confiance pour dire, nous voulons maintenant que les choses aillent mieux. Si ça ne va pas mieux, il faut qu'on puisse le dire. Oui, il y avait les grèves sauvages, les grèves perlées. Oui. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école sans risque d'avoir une année blanche ni une année invalidée. Oui. Et les travailleurs disposent de 2 jours par mois pour faire de grève s'ils le désirent. Est-ce que tout cela ne sont pas de nature à être rassurés que ce qui se passait et qui était alarmant et ahurissant hier a été corrigé? Et que l'objectif même d'avoir plus d'investisseurs, parce qu'on sait que nous, ici au Bénin, on travaille, on n'a pas le temps d'être constamment en revendication, parce qu'on vous considère comme des forces de revendication, mais quand on a fini de revendiquer, il faut décider. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y avait des situations déplorables en matière de grève, qui nous est arrivé pour des travailleurs d'être dans une sorte d'abus. Mais la solution qui a été trouvée là, on peut atteindre le meilleur résultat sans aller à cet extrême. C'est ce que nous disons en fait. Et qu'il suffit juste d'y croire. On peut faire en sorte que les travailleurs du Bénin n'aillent pas en grève sans aller forcément vers l'interdiction qui a été faite là. Parce que ça également, ça est de la réputation du Bénin. Et vous donnez souvent les gens... On a réduit seulement. Bon, on a interdit pour certains secteurs. Oui, bon, c'est un secteur sensible. C'est un secteur sensible. Quel est le secteur qui n'est pas... Donc nous, on n'est pas sensible. Pour vous... L'éducation, l'avenir du pays n'est pas sensible. Et c'est parce qu'elle est sensible qu'il faut vous cadrer. Mais on a interdit ailleurs. Et puis, voyez-vous, c'est mieux quand vous êtes en position de décideur, c'est mieux d'avoir des travailleurs motivés spontanément, qui accompagnent votre action, que d'avoir des forçats qui travaillent la mort dans l'âme. Parce qu'aujourd'hui, à quoi sert-il d'avoir dans une classe un enseignant qui n'a pas son salaire normal, parce qu'on l'a bloqué, qui ne sait pas quand est-ce qu'il sera reversé et s'il le sera un jour, alors que peut-être il est à 1 an de la limite d'âge fixée par la fonction publique. Vous avez quelle qualité dans son enseignement? Vous avez finalement un gardien d'enfant, comme je l'ai dit. Vous n'avez pas un enseignant. Et nous, on a dit toujours dans notre approche syndicale qu'on peut obtenir ces résultats-là. On peut obtenir la grève zéro dans ce pays, tout simplement en donnant de la considération aux autres, en discutant avec eux et en étant de bonne foi dans le cadre du dialogue social. Pourquoi on a refusé de faire ça? Et on pense que la solution, c'est ça. La solution n'est pas celle-là. Quelle est la qualité de l'enseignement aujourd'hui? Qu'est-ce que les enfants reçoivent? Oui, ils vont en classe. Oui, les enseignants y sont. Il n'y a pas de grève. Et c'est une poudrière, en fait. C'est une poudrière que l'on est en train d'empiler. Vous interrogez sur la qualité, c'est ça? Oui, oui. La qualité de l'enseignement. Oui, sur la qualité. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Non. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Les quelques réformes qui ont été, disons, inoculées dans l'enseignement, qu'est-ce que ça a apporté vraiment de façon significative sur la qualité? Nous avons des élèves de plus en plus brillants. Ah oui? Où ça? Il n'y en avait pas avant? Il y en avait avant. Ce qu'on veut, est-ce que c'est quelques-uns qui sont brillants? C'est ce que j'appelle l'élitisation de l'école. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre contexte, notre réalité. On doit massifier. Je préfère avoir 1000 enfants qui ont un niveau de 15, de 12, de 13, que d'avoir 2 ou 3 enfants qui ont le niveau de 18 ou 20. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui.
On a parlé souvent des lycées, non? Les lycées n'ont pas été construits. Alors que les lycées sont une réponse à la qualité de l'enseignement et au problème du chômage. On n'a pas pu le faire. Ça veut dire que dans l'action publique, on peut avoir des limites. On peut avoir des envies, des volontés et ne pas pouvoir les concrétiser. Et dans ce cas, vous avez besoin de dialogue pour expliquer, pour discuter avec les gens, pour qu'ils comprennent quelles sont vos difficultés et qu'ils vous accompagnent davantage. D'accord. Mais d'abord, ce qui est bon, c'est qu'il y a eu déjà l'ambition, il y a la volonté. Les actes vont suivre parce que l'État, il est l'État a une continuité. Le gouvernement n'a pas mal fait de jeter de très belles idées, mais il y a les moyens qu'il faut. Je suis d'accord. Mais il faut reconnaître qu'on a des limites. C'est quand vous reconnaissez que vous pouvez refaire et vous refaire. Il ne faut pas dire je suis le plus beau, j'ai tout fait bien, personne n'a jamais fait autant que moi. Quand vous dites ça... C'est les militants qui disent ça. Quels militants? C'est les militants sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas entendu d'autorité dire ça? Qui sont même, moi j'ai jamais vu une autorité dire qu'elle est meilleure. On va poursuivre Anselme Mamoussou. Et bonjour monsieur le journaliste et à votre invité, monsieur Anselme Mamoussou, mon RG de l'Est, OCBN et Bénin Rail. Après notre licenciement collectif en 2022, je voudrais demander à mon RG quelles sont les démarches des centrales syndicales au profit des travailleurs cheminots délaissés auprès du gouvernement depuis leur date de licenciement. Jonas Regbe depuis Zubodo. Bonjour camarade Jonas. Je vais juste demander à Jonas de se rapprocher de son syndicat de base pour que nous puissions échanger entre confédérations. Il y a 2 ou 3 confédérations qui sont concernées par ce dossier, qui sont en train de le suivre, mais malheureusement, sur cette question-là également, il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a plus d'interlocuteur aujourd'hui. L'opérateur, le français, j'ai oublié son nom, qui avait pris les rails là, celui qui achète tout en Afrique là, Bolloré. Voilà, Bolloré n'est plus là, on ne peut plus le rencontrer. La tutelle ne veut pas en discuter, donc on est dans une sorte d'impasse. Bonjour, version originale. Je salue et encourage sincèrement les réformes du président Patrice Talon dans la maison syndicale au Bénin. Ces syndicalistes, à 99%, ne sont pas crédibles. Ils font leur lutte pour satisfaire... Bon, les mots sont durs, mais il faut vous lire. êtes tolérant. Oui, pas de souci. On est habitué. OK. Ils font leur lutte pour satisfaire leur ventre. Les résultats des grèves de 2017 sont encore là et les fonctionnaires continuent de traiter les séquelles. Merci au président Talon pour avoir sifflé la fin de cette récréation qui a créé tant de dommages irréparables dans notre pays. Nous avons besoin des syndicalistes qui ne seront pas là pour toujours critiquer et tout peindre en noir. Ces syndicalistes qui continuent d'organiser des marches n'ont pas honte, vu le découragement et la désolation dans le rang de leurs syndiqués. Salut Oussani depuis Porto-Novo. Je vous prie d'être tolérant. Oui, c'est vous-même qui m'avez autorisé à dire. C'est pas nouveau pour moi. Okay. En tant que syndicaliste, on a de tout dans nos rangs. Et ce qui est déplorable, c'est un peu le niveau de conscience et de compréhension d'un certain nombre de réalités que tous les travailleurs n'ont pas toujours. Tout le monde ne sait pas faire la part des choses entre, disons, le costume du militant politique ou du soutien politique à un régime et la carrière et comment dire, ce qu'on doit revendiquer en tant que travailleur. Les gens font souvent l'amalgame et ne comprennent pas qu'il n'y a aucun pays au monde où le syndicalisme doit disparaître. Ça va être la catastrophe, surtout qu'un pays comme le nôtre. Donc, je voudrais appeler le camarade à mettre de l'eau dans son vin et à considérer qu'il n'y a pas de gouvernant qui soit à zéro faute. Il y a toujours des choses et que le syndicat est là également pour attirer l'attention, pour que la gouvernance serve, et disons, à l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est dans ça que nous sommes. Maintenant, souvent, les gens qui ont ce genre de langage, ce sont des gens qui sont loin du syndicat, qui ont toujours été loin du syndicat, qui sont des tirs au flanc souvent, qui laissent les autres faire le combat et qui regardent les combats sur leur poste télévisé à la maison. Ça doit être ça, le cas de Jonas. Et donc, je lui demande de se rapprocher d'un syndicat. Il va comprendre. Non, lui, c'est Saliou. Il va comprendre. De Saliou va comprendre de l'intérieur quelles sont les valeurs et les principes du mouvement syndical. Nous pouvons avoir des dérapages à des moments donnés, mais on a besoin de conserver le minimum qui nous permet, disons, de peser dans le cadre des négociations avec un employeur. Bonjour TVC, j'ai 2 questions préoccupantes en tant qu'économiste du travail à votre invité. Comment les syndicats
au Bénin se positionne-t-il face à l'introduction progressive de l'intelligence artificielle dans les secteurs professionnels, notamment en matière de protection de l'emploi? 2. Les syndicats béninois ont-ils les moyens et les stratégies nécessaires pour accompagner les travailleurs dans la transition numérique et l'adaptation aux nouvelles compétences imposées par l'intelligence artificielle? Je réponds à sa question très franchement, non pour le moment. C'est un nouveau chantier pour nous. Nous essayons donc de comprendre comment nous pouvons accompagner les uns et les autres. Mais malheureusement, le manque de moyens, mais également le fait que nous devons gérer les urgences, notamment les urgences liées à la violation des droits syndicaux, fait que on a très peu de temps consacré à des thématiques importantes du monde du travail aujourd'hui, malheureusement. De ce qui fait que quand ça nous arrive, on est plutôt désarmé et donc on essaye de s'ajuster comme on le peut. Donc, par rapport à sa question et par rapport à la thématique qu'il évoque, nous sommes encore loin de ce que nous devrions faire en tant que, disons, syndicat pour le compte de nos travailleurs. D'accord, merci. Bonjour, le plateau de version originale. Avec tout ce développement, quel espoir pouvons-nous avoir aujourd'hui pour le rayonnement du syndicalisme au Bénin? Le problème ne serait-il pas nous-mêmes travailleurs? Parce que nous ne sommes plus du côté du syndicat, nous devons faire la politique et nous faisons l'éloge des dirigeants qui n'étaient pas bons pour nous hier. Ben oui, il y a toujours de l'espoir, hein? Okay. Parce que je dis souvent que ce qui nous arrive nous permet d'ouvrir les yeux sur nos faiblesses. Parce que c'est une grande naïveté que de croire qu'un gouvernement, un employeur va vous faire des cadeaux. Ce qui oblige un gouvernement à vous écouter, un employeur à vous écouter, c'est l'équilibre du rapport de force. Donc nous devons travailler à rétablir le pouvoir social. C'est très important. Et ça ne passe pas de petits trucs, notamment la question de l'unité d'action, la question de la mobilisation. Nous avons nos tares. En tant que dirigeants syndicalistes, en tant que militants, nous avons nos tares. Nous devons ouvrir les yeux sur nos tares et nous parler pour essayer donc d'unir nos forces et de faire en sorte qu'en face d'un gouvernement ou d'un employeur, il y ait une force syndicale, disons, significative. Merci. Salut camarades. Aujourd'hui, le gouvernement empêche toute manifestation des travailleurs. N'est-ce pas les conséquences directes des marches politiques organisées à l'époque par les syndicats? Je ne sais pas ce qu'il appelle marche politique. Certainement qu'il parle du passé avec les alliances stratégiques qu'il y a eu entre syndicats et société civile. Ça doit être de ça qu'il est en train de parler. Je crois qu'on ne devrait pas avoir honte du combat qui a été le combat de nos aînés à un moment donné, des combats politiques que le syndicat a accepté de mener parce que cela engageait la vie de la nation. Ce qu'on peut déplorer, c'est l'usage qui a été fait par certains acteurs majeurs à l'époque que l'on retrouve aujourd'hui dans des positions qui sont plutôt incompréhensibles pour les uns et les autres. Donc, nous devons continuer de faire cette alliance-là. Ce que j'appelle le renouveau du pouvoir social passe également par des alliances avec des forces qui ne sont pas des forces syndicales, qui peuvent nous permettre, disons, d'avoir voix au chapitre. Parce que ceux qui dirigent, c'est eux qui décident pour nous. Nous devons pouvoir nous organiser pour influencer les choix politiques en faveur des travailleurs. Parce que si on se tait et qu'on pense que nous n'avons rien à faire dans l'arène politique en tant que force de pression, ça va être dommage pour nous. Bonjour le plateau. Question numéro 1, monsieur le secrétaire général. Comment expliquez-vous que malgré la pluralité des centrales syndicales au Bénin, la voix collective des travailleurs semble aujourd'hui affaiblie et moins audible dans les grands débats sociaux? Justement, c'est la pluralité qui est un problème pour nous. Parce que nous sommes dans une pluralité sauvage aujourd'hui, sans boussole, sans différence vraiment idéologique. Quand vous prenez 2 ou 3 confédérations, vous n'avez pas vraiment de différence idéologique. Pourquoi on est 3? Parce que nous faisons la même chose. Pourquoi on ne se met pas ensemble? Quand vous prenez les syndicats dans les secteurs, dans l'enseignement primaire aujourd'hui, vous êtes au-delà de 150 syndicats de base. Pour faire quel combat? Chacun est secrétaire général de son syndicat, dans sa faiblesse, dans son coin, mais pense qu'il parle au nom des travailleurs. Parle au nom de quel travailleur? Donc, en fait de compte, les travailleurs sont perdus. Ils ont besoin de croire au syndicat, mais un syndicat uni, dont ils peuvent se dire, ils peuvent réussir. Aujourd'hui, la pluralité
que nous vivons est devenue une plaie pour le mouvement syndical. Et donc, il faut travailler là-dessus. C'est ça qui explique que nous n'avons pas de résultats. OK. Face aux défis actuels, précarité de l'emploi, restriction du droit de grève, soupçon de politisation du mouvement syndical, etc., quelles actions concertées les centrales et confédérations syndicales du Bénin envisagent-elles pour restaurer la confiance des travailleurs et défendre plus efficacement leurs droits? Corneille Baguidi. Il y a une expérience qui se fait aujourd'hui au Bénin, qui est une expérience que tout le monde regarde avec beaucoup d'espoir, qui est l'unité d'action que certaines confédérations sont en train de construire, de façon à ce qu'à terme, nous ayons une force syndicale beaucoup plus conséquente. C'est la première voie pour nous. Et la deuxième voie, c'est la voie de la formation de nos militants. Parce qu'il faut former les gens à la conscience syndicale, à la conscience du militantisme. C'est le militantisme qui fait une force sociale, une force syndicale. Et tant que les gens ne sont plus militants, tant que vous invitez des gens à une manifestation publique et que sur 10 que vous attendez, c'est 2 qui viennent, vous comprenez très bien qu'en face, l'employeur rigole et ne vous prend pas au sérieux. Donc, on a besoin de tous nous engager dans cette unité d'action. Pourquoi pas une union organique plus tard pour créer une ou 2 forces syndicales qui peuvent animer la vie syndicale chez nous, de façon à donner le bon exemple dans les secteurs également, pour que 250 syndicats au niveau de l'enseignement primaire, que nous revenions à 2 ou 3 grosses fédérations qui peuvent se parler et, disons, tenter des choses ensemble pour leurs intérêts. OK. Bonjour le plateau, je suis Videgla Romain. Ma question est celle-ci. Pourquoi vous, les syndicats, à différents niveaux, n'utilisez pas le peu de jours, 10 jours de droit de grève que le gouvernement de la rupture, à travers les députés, vous ont donné pour manifester votre mécontentement par rapport à vos conditions de vie et de travail? Pourquoi vous, travailleurs, n'êtes pas des militants authentiques des organisations syndicales aujourd'hui? Autant la question se pose à nous en tant que responsables syndicalistes, autant la question se pose aux travailleurs. Parce que souvent, ce sont des travailleurs qui refusent de se battre. Parce que moi, en tant que leader, qu'est-ce qui peut me conduire à ne pas vouloir engager un bras de fer sur une question qui est une question de principe ou d'envergure pour mes militants? Mais j'ai besoin également d'avoir des militants qui sont déterminés, qui sont prêts à suivre un mouvement de grève et non pas à sacrifier les quelques-uns qui oseraient donc prendre ce risque. Donc, je crois que nous sommes dans une voie de renouveau syndical qui s'impose à nous. Et ce renouveau syndical, Dieu merci, il est vraiment en marche aujourd'hui pour ceux qui savent observer. Et il arrivera bientôt un moment où nous aurons un pouvoir social qui peut être fier de ses membres. Ne voyez-vous pas que le fait de réduire les droits de grève au Bénin a eu un effet positif dans le secteur de l'éducation et a donné une certaine valeur dans les enseignements publics par rapport aux grèves illimitées que jadis nous subissons? Merci et bon dimanche à vous. J'ai toujours dit que la grève illimitée est une bêtise entre griffes pour moi, la grève illimitée. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été compris. Parce que quand je déclenche une grève en tant que travailleur et qu'au bout de 2-3 jours, l'employeur ne sent pas le mal que je lui fais pour m'appeler, pour qu'on discute, pour en sortir, c'est que ma grève a échoué. Une grève qui dure 2 semaines, 3 semaines est une grève qui a déjà échoué. Et c'est souvent ce genre de grève que nous avons faite sans tenir compte justement de nos contextes, sans nous assurer du soutien populaire qui doit accompagner une grève. Donc, malheureusement pour nous, la lecture que les camarades, pour la plupart, ont faite de cette loi sur la grève est qu'on nous a enlevé notre seule arme, donc ce n'est plus la peine de lutter. Alors qu'au-delà de la grève, il y a beaucoup d'autres moyens de pression, beaucoup d'autres stratégies que le syndicat peut utiliser. C'est un peu notre faute. Et c'est à ça également que nous sommes en train de travailler pour expliquer aux uns et aux autres que oui, il peut y avoir un test, mais en 89, la grève qui a eu lieu était une grève illégale. Pourtant, elle a permis à des gens de déguerpir et au renouveau de s'installer. Donc, une grève qui marche est forcément une grève légale, même quand elle est illégale. Tout dépend du rapport de force. Organisons-nous en tant que rapport de force
pour faire face à ceux qui ont intérêt à ce que le syndicat disparaisse. Ok, merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. Il y a beaucoup de questions. Je suis obligé de vous lire certaines questions parce que ce qui fait le charme de notre mission, ce sont vos questions. J'ai le devoir de lire les questions à l'invité. Et comme je dis, j'ai la chance d'avoir souvent, comme je dis, des jeunes dans l'âme. Donc, ils vont vous répondre. Ils sont dans l'air du temps, très numériques, ils vont vous répondre. Alors, bonjour le plateau, je salue votre invité, Anselme Amoussou. Ma préoccupation est celle-ci. Avec une ambiance si morose entre les syndicats et le gouvernement, le reversement des enseignants AME en ACDPE a-t-il la chance de prospérer? Ces AME pourront-ils compter sur la disponibilité des centrales syndicales pour les plaidoiries pouvant aboutir à une prise de décision favorable à cette corporation? Martial Aladaï depuis Corvée. Bonjour TVC, nos syndicalistes n'ont-ils pas leurs yeux pour pleurer aujourd'hui? Les marches, les grèves tous azimuts d'antan n'étaient-elles pas téléguidées? Claude depuis Calavi. Bonjour le plateau, monsieur Amoussou, ne pensez-vous pas sincèrement que le mouvement syndical au Bénin a pendant longtemps freiné le développement de ce pays avec des grèves sauvages au prix des vies humaines, des secteurs vitaux paralysés chaque année, même quand les gouvernants accèdent à des revendications? Des syndicalistes autrefois qu'on pensait à travers les actes, des politiciens opposants à vie et qui s'invitent dans toutes les crises avec les grèves. Lorsque vous abusez de la liberté, elle devient nocive pour vous car c'est un couteau à double tranchant. Je propose que le monde syndical cherche une autre forme de lutte adaptée aux réalités actuelles tout en respectant les lois de la République, car un recul pour redonner toutes les libertés du passé aux travailleurs serait impossible quel que soit ce gouvernement. Monsieur Sassé, bonjour le plateau, je salue le SG Anselme Amoussou. Pensez-vous que le SMIC est-il vraiment appliqué à tous les travailleurs du public et du privé? Que pensez-vous des conventions collectives du travail que certaines structures étatiques appliquent à leurs travailleurs? Bonne réception. Bonjour le plateau et respectueuses salutations aux distingués SG-CSA. Pourquoi les concours professionnels se font rares dans l'administration publique? Que faites-vous pour que les agents contractuels de l'État aient droit aussi à ces concours professionnels? Monsieur Moustapha. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour cher camarade Amoussou. Que pensez-vous des propos de monsieur Chadari Noël sur les performances du gouvernement pour les travailleurs? Salut CRG, merci pour votre passage par rapport au ACDPE qui était reçu à l'évaluation du diagnostic organisé par le gouvernement depuis 2019. Quel sera leur sort? Quels sont les avantages liés à ça? Qu'est-ce que le gouvernement en dit? Florence Sosa depuis l'Okosa. Bonjour le plateau, j'ai juste envie de dire au SG qu'il fait une mauvaise lecture du balayage de nos rues avec les machines. Combien de machines voit-il à côté des jeunes femmes et hommes qui travaillent toute la nuit et tous les jours à tour de rôle? C'est la preuve que ces gens ne vont pas à la source des informations avant de faire des déclarations. Connaît-il le nombre de jeunes que les SGDS emploient et le salaire qu'ils perçoivent? C'est des milliers de jeunes qui s'en sortent avec le travail. Il parle de femmes comme si les jeunes n'ont pas droit à l'emploi. Benoît depuis Bocon, lui, il n'a pas compris. Bon, vous allez, je sais que vous êtes passé. Il n'a pas compris, il n'y a pas de souci. Et nous sommes à la fin, mais vous avez 1 minute pour répondre à tout le monde. Mais il n'a pas compris dans quel contexte vous avez Exactement. Dit. Bon, mais vous avez 1 minute. Non, je voudrais juste parler sur la question des AME. Oui. Et dire oui, les centrales syndicales vont continuer de se battre pour que l'engagement du gouvernement soit respecté. Et il faut y croire, parce qu'il s'agit de la parole d'une autorité. Et je pense que quand vous êtes un homme, c'est important d'avoir une parole. Et il s'agit pour nous de nous organiser pour rappeler à l'autorité et quel est l'engagement qu'elle a pris vis-à-vis des AME. Et donc nous allons faire cette bataille-là jusqu'au bout pour leur permettre d'avoir, disons, la sécurité de l'emploi et l'état d'âme qui permet d'être vraiment performant en classe. Et je voudrais vous dire encore une fois merci pour cette opportunité. Non, ils ont parlé de Chadari, votre collègue, ça sorti, ou bien vous n'avez rien à dire? Non, j'ai suivi Chadari. En fait, c'est la difficulté un peu, je dirais un peu, c'est la solitude qui accompagne le choix qui a été le choix de Chadari. Il est aujourd'hui un homme politique qui a fait un choix clair et qui a besoin d'entrer dans les rangs
et de tenir un peu le discours convenu. Il faut le regarder désormais, non pas comme syndicaliste, mais comme acteur politique. Et donc, on aura moins de frustration quand on tient compte de cet aspect des choses. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous pensez quoi de ce qu'il a dit? Je crois que j'ai répondu. Okay. Merci beaucoup.